Bonjour à tous, bienvenue dans votre programme matinal. C'est le 4e rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, c'est un jeudi civisme, jeudi justice et jeudi droit. Et puis, bien sûr, beaucoup de surprises. Nous sommes habillés pour une célébration bien spéciale. Vous en saurez plus dans quelques instants. Et puis, nous allons comme ça arpenter le continent africain à travers nos différentes rubriques. Nous allons vous présenter un pays. Nous allons présenter aussi une loi un peu sur les réseaux sociaux. Nous allons parler de fake news et puis la responsabilité pénale des malades mentaux. Ce sera notre thème du jour. Ils sont là avec moi, la team matinale, la Stéphio et Charlène Chacha. Bonjour Stéphane. Bonjour Mimi, bonjour Charlène. Hello everyone. Ariel, we are celebrating Swaziland. Je suis vraiment content parce que ben ouais, t'as lâché la doc. Mais bien sûr, parce que c'est évident, non? La façon dont nous sommes frimés ce matin, franchement, ça c'est évident que ça, Stéphane. Ah ben si, hein, eux, ils sont, l'originalité, c'est la façon dont ils s'habillent. Donc on sait tout de suite que voilà, on célèbre ce grand pays. D'accord. Bonjour Charlène. Bonjour Mireille, bonjour Stéphane. La pêche. Oui, la pêche, vu qu'on tend un peu déjà vers la fin de la semaine, commence un peu à se relâcher, mais ça va. Ah ça bon? va, oui. D'accord. Mais on va commencer par la petite histoire du matin. On commence par Charlène. Alors, est-ce qu'il y a une petite histoire comme ça pour ce matin? On rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs de la 91.0 que chaque matin, nous tenons comme ça à partager tout ce qui se passe un peu avant de venir à votre rencontre. Non, pas spécialement ce matin, mais peut-être hier soir avec une collègue ici, Marie-Paul, qui est notre chroniqueuse. On a fait la route ensemble, comme on dit généralement, et on est arrivé dans l'un des grands marchés de la capitale. On a décidé de rigoler comme ça, et puis on se disait, mais après les gens diront, mais ça sont les journalistes et labels qui sont en train de se marrer en pleine ville et tout. Et dès qu'on voyait quelque chose qui nous amusait, on s'est lâché. Et puis voilà, donc... Et on a évoqué le fait qu'il y a déjà des restrictions. Quand vous êtes une personne qui passe à la télé, il y a certaines personnes qui vous cataloguent, qui pensent que vous ne pouvez plus vous éclater parce que voilà. Vous ne pouvez plus aller au marché. Voilà. Ça, donc on a rigolé. On n'a même rien fait de spécial juste parce qu'on voulait se défouler et se libérer. Quoi. Fou rire. Voilà, et rigoler. Après on est rentré. On se regardait même qu'on est allé faire quoi là-bas. Donc c'est juste ça. Une petite virée au marché, on va dire. Oui, petite virée au marché. Et la Stéphio, Non, tell me something. Non, rien de spécial, juste que voilà, hier soir, il y a quelqu'un dont j'ai pas envie de citer le nom qui m'a refusé de faire un bisou. C'est tout. Ok. Ben, moi, la petite histoire du matin, c'est que je me suis arrêtée pour acheter quelque chose à grignoter, des petits croissants. Et là, la vendeuse, elle était d'une lenteur. Ah non, mais c'est pas possible. Elle est là, voilà. Et quand elle a vu mon regard comme ça, elle m'a dit, non, mais oui, il y a votre monnaie, madame. J'étais dans un état pas possible. Le matin, quand on travaille dans des boulangeries, il faut aller vite, voilà, c'est un peu speed. Parce que c'est comme ça, ce sont des meetings du matin. Voilà, le matin, on ne perd pas le temps. Et puis nous avons rendez-vous avec nos téléspectateurs, nos auditeurs, donc il faut toujours hâter le pas. Voilà, c'était comme ça, les petites histoires du matin. Ou du soir, aussi, oui, voilà. des petites histoires de la veille, du matin. On va commencer, Charlène. Avec la sagesse africaine, on va regarder ce que les sages nous disent ce matin. Si vous voulez savoir la vérité, écoutez les fous. Proverbe africain. Voilà quoi, ça me parle beaucoup. Directement, Stéphane se lance. On va d'abord l'écouter. Non, si vous voulez avoir la vérité, écoutez-moi, tout simplement. Tu te considères comme fou, Stéphane? Ouais, la folie n'est pas qu'une maladie. La folie, c'est lorsque on n'est pas en connexion avec la société dans laquelle on évolue. Tu vois, on nous traite de fous, de marginaux, parce que le fou, c'est quelqu'un qui est un peu en marge de la société, quelqu'un qui a ce côté débraillé, voilà. Donc, c'est lui qui ne respecte pas forcément les codes et qui agit sans barrière, sans mur, sans voilà. Oui, c'est le fou. Ce côté-là, sans pouvoir faire allusion à la maladie, qui est la folie, la maladie. Mais un fou, quand dans le proverbe, quand il parle de fou, il parle de celui qui parle sans regarder, sans barrière, sans limite, quoi, qui dit des trucs vrais, qu'elle soit choquante ou pas. D'accord. Et Charlène? Moi, ça me rappelle juste un proverbe qu'on dit dans ma langue. Honte celui qui parle beaucoup
et celui qui aime nier écoute celui qui parle beaucoup. Parce que celui qui parle beaucoup a tendance, s'il te dit 10 phrases, il y a au moins 3 ou 4 où il te dit la vérité. Donc la folie, c'est comme le disait Stéphane, c'est pas forcément le malade mental. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a la capacité de tenir des propos que d'autres ne peuvent pas tenir en face de la personne ou en face, face à une situation. Donc pour moi, c'est ça aussi. Non, et puis je vais rebondir, regarde une réaction. Si Charlène dit quelque chose, que tu as dit, ah, c'est aussi tu es folle. Hein. Tu vois, tu vois un peu ce truc, c'est pas la folie autant, genre la maladie, c'est la capacité à dire des choses, certaines choses que toi tu ne dirais pas peut-être, mais que moi je pourrais dire facilement. Moi, je rejoins un peu Stéphane dans le commentaire de ce proverbe. C'est un peu ça. C'est la personne qui osent, les fous, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont, ils sont en décalage avec leur temps, avec leur génération, ils sont un peu considérés comme, voilà, ils sont malades parce qu'ils ne sont pas dans la norme de leur temps, de leur génération, ça peut être de leur métier, ça peut être de leur âge, ça peut être, donc c'est un peu ça, si on veut justement connaître la vérité, ben, il faut écouter, il faut être à l'écoute des personnes dites folles. Voilà, vraiment dites folles. Et on continue toujours avec Charlène. Là, c'est les 12 signes du zodiaque. On va écouter le message des astres. Bélier, vous n'avez plus le choix, on vous montre le chemin à suivre, vous n'avez aucune excuse, alors pour une fois, évitez de choisir les complications. Taureau, vous semez de ci, de là, sont tout à fait allés au bout de vos actes. Heureusement, les événements extérieurs peuvent se charger d'éclairer votre route. Gémeaux, vous pensez rendement et faites passer le travail avant tout. Vous avez plus que jamais besoin d'avancer dans vos projets ou dans vos affaires. Cancer, vous inspirez confiance. Gentillesse, charme et conciliation sont vos atouts. Vous dévoilez les qualités de cœur et un sens inné des responsabilités. Lion, vous faites un peu la moue, un choix peut s'imposer à vous en ce jour. Vous devez privilégier votre vie sociale ou votre secteur privé. Réfléchissez. Vierge, vous avez envie de vous rapprocher d'une personne qui jusque-là restait à distance. Vous pouvez consolider ce lien sans crainte, rassurez-vous. Balance, il va falloir vous adapter et apprendre à retomber sur vos pattes. Heureusement, du côté finance, la tendance de votre portefeuille s'améliore. Scorpion, vous vous sentez guidé par votre moitié et vous la suivez les yeux fermés. Vous faites preuve d'une belle volonté d'aller de l'avant. Bravo. Sagittaire, côté cœur, il est temps de dissiper vos doutes et vos soupçons à l'égard de l'être aimé et de vous rassurer, posez-lui les bonnes questions. Capricorne, vos empathies et antipathies tranchées peut nuire à vos actions. Heureusement, votre sens logique vous sauve, méfiez-vous tout de même. Verseau, dans vos prises de décision, vous oubliez tout raisonnement et vous n'écoutez que votre cœur. Le problème est qu'en ce jour, il dit n'importe quoi. Poisson, si c'est possible, ne surchargez pas votre agenda. Quelques tâches imposées vous tombent dessus et vous ne vous y attendez vraiment pas. Voilà, après ce baromètre astral, on espère que vous avez eu de bonnes nouvelles. Et même si ce n'est pas le cas, Charlène, on a coutume de dire sur ce plateau que nous-mêmes nous colorons nos journées. Voilà, et là nous avons coloré notre journée des couleurs bien spécifiques. Et on va dire bonjour à Sabrina qui vient de nous rejoindre. Comment ça se passe pour elle cette journée? Bonjour Sabrina. C'est la... Bonjour. La reine des Swatini. Oui, bonjour à tous qui nous regardent. Bienvenue son excellence. Sa majesté. Bonjour à tous Alors on dit quoi? qui nous écoutent. Nous, une petite histoire. Je suis venue avec un taximan assez âgé et il avait l'air fatigué au volant, il dormait. Et j'avais peur, j'étais obligée de faire la conversation. Il avait l'air fatigué. J'ai dit, mais alors que je me rappelle que ma mère nous disait très souvent, il faut prendre des taximans âgés, ils sont sages, ils vont pas vous faire du mal. Non, celui-là, il avait l'intention de demander. Il avait sommeil. Oui, il avait sommeil. C'était un monsieur âgé et il somnolait au volant. Je disais, wow, mais c'est dangereux ça. Si c'est pas un grincheux, c'est un vieux qui somnole, attention. Après, c'est un humain. Ou alors un guide touristique. Ah non, probablement la veille, il a travaillé, ce qui explique que le lendemain, il est sommeil. Ou il n'est pas du matin. Il a peut-être l'habitude de travailler la nuit, oui.
Non, mais j'étais obligée de faire la conversation. Ça va, tout va bien, belle non, journée, hein. Vous avez beaucoup d'enfants Sel, poivre, comme disait C'est quelqu'un. vraiment... Tu passes le sel, tu passes le poids, elle va te dire, je te passe le sel. Non, je me disais, bon, je vais aller raconter à la team de la matinale qu'attention, hein, surveillez bien les taximans qui somnolent. Voilà. Voilà, Stéphane, nous ne somnolons pas, nous sommes bien réveillés, bien mais là. forcément. Et on va même danser, on va... Alors, qu'est-ce que tu nous Non, proposes? là, La c'est pas première trop. escale, dis-nous. Mais oui, forcément, on va en Swaziland parce que moi, je sais que c'est aujourd'hui, ils ont Et changé de nom. Swatini. Je sais, mais moi, je reste puriste, tu vois, c'est pour nous autres. Nous, on était en 68 déjà, le 6 septembre 68, nous, on était là. Donc, nous, on garde ce côté swazillandais, vraiment, voilà. Donc, on va célébrer l'amour avec Dangerous, une chanteuse du Swaziland qui chante Dangerous. Voilà, belle musique hein, du Ah Swatini. ouais, trop belle. Stéphane, c'est Le magnifique. rhythm Hein. blues, R&B que j'adore, voilà quoi. On était avec Adrienne Faux, comme on dit, voilà, qui est une chanteuse d'R&B du côté du Swaziland, qui a c'est vrai qu'elle a cette influence américaine, mais voilà, c'est vraiment, elle représente bien sa génération avec ce joli son. Voilà, avec de belles couleurs, de beaux même, paysages. c'est une belle femme. Hein. Oui. Une très belle femme, cette artiste. Elles sont très jolies là-bas. Ouais, c'est des Elles puissances. Swatini, elles sont. C'est sont des très puissances. belles. C'est vrai qu'elles ressemblent un peu, elles ont aussi le côté, elles ressemblent un peu à des Sudaf aussi, un peu aussi à des Namibiennes, mais c'est des puissances. Et Sabrina voilà. serait bien là-bas parce Oui. qu'il y a beaucoup de Non, Sabibi, c'est une antillaise. Arrêtez. Non, elle est de c'est la pas que Martinique. Sabrina, si tu vas en Iswatini, ben, tu vas te fondre dans la masse. Quoi. Oui, Non, j'aimerais c'est le roi qui va traditionnel. la prendre. J'aimerais directement. bien Elle va chanter. Ouais, Elle est une va. artiste, elle est tout en Ouais, même temps. il va- Elle va aussi rapper. Juste à l'aéroport. J'aimerais Celle-là, bien y vivre un tout petit peu entre le Swaziland et le Botswana, entre les deux. Ouais. Mais Iswatini, c'est bien leur manière de s'habiller Oui. et tout, la culture, La la culture, tradition. oui. c'est- Moi, j'aime bien quand les femmes intéressant. s'habillent. C'est une monarchie. Hein, c'est Oui, une oui, monarchie, bien sûr, avec Ouais, le roi avec Mswati le roi III. Mswati III. Peut-être que je finirai épouse Reine. du roi, qui sait. Sabrina, tu es sûre que tu veux terminer la Non, matinale? c'est juste je taquine. Hein. Sans des propositions, c'est un appel. Non, non. Mais est-ce qu'elle-même Non, elle il y a- est sûre de terminer la Il y a matinale beaucoup après cette d'avantages, phrase-là? Sabrina. N'est-ce Pourquoi pas pas je Un vous vois petit coup bien. de fil. Je vous vois bien de temps en temps de vous saluer. Bon coucou la matinale. Je vous dis. Non, nous on sera à côté. Hein. Là, ce qui est clair, c'est qu'on va se déporter là-bas. c'est-à-dire Et nous on va faire la Toute matinale. épouse Non, on va faire la matinale à Ah Iswatini, oui, au service de la reine, Sa Majesté. Bah, pourquoi pas. Hein. n'est-ce pas Bon, on va peut-être visiter ce pays. Oui, c'est très beau. Voilà, c'est... On a fait un focus hein, sur la présentation de ce pays, donc on va regarder et pourquoi pas voyager en images. Et puis, il faut dire que ce petit pays, parce qu'il est tout petit, Oui, ils ont un drapeau assez particulier, en fait. Leur drapeau est assez particulier. C'est vrai que je pense que vous l'avez déjà vu quelque part. J'aime beaucoup avec mais- une espèce de lance, De lance. et, vraiment oui. traditionnelle, un peu qui ressemble aux lances de Zulu et au Ouais, protège. bouclier. Voilà celle-là. Mais tu sais, les Sud-Africains et les Eswatiniens Oui. ont les mêmes cultures, on a un peu la même culture, donc on retrouve un peu les mêmes gens, un genre de Zoulou là-bas, un genre de... Oui. Voilà, donc c'est normal, c'est les peuples de guerre, c'est des guerriers. Voilà pourquoi la protection, la protection comme bouclier, la lance comme attaque, comme Oui. un peu les Zoulous, c'est un peu ce qu'ils Voilà, représentent le en fait. bâton, le bouclier. Ouais, Ce sont parce des que- guerriers, en Ce fait. sont des hein. guerriers. C'est des Ce guerriers. sont Ça montre vraiment des- véritablement leur culture, leur drapeau. C'est un Ça pays fait Ça- très très traditionnel. Oui. Oui. Voilà. Et On, puis, voit, Sabrina, tu vas- on le tu vas voit nous- partout oui. sur toutes les vidéos, les femmes qui Oui. sont très souvent habillées de manière traditionnelle. Et ça compte beaucoup dans leur culture d'être toujours, de représenter ce pays, Iswatini aujourd'hui, Oui. qui s'appelle, je crois que ça a changé de nom, Oui, depuis avril, quelques... Oui. donc il n'y a pas longtemps en Cette plus. période-là. D'accord. On va regarder l'élément et revenir après. Le Swaziland doit son nom au roi Mswati II, dont le nom signifie bâton de commandement en zoulou. 50 ans après l'indépendance, le roi Mswati III a changé le nom de son pays qui s'appelle désormais Iswatini, son nom d'origine.
Dans un discours, le monarque avait expliqué qu'à leur indépendance, tous les pays africains ont repris leur ancien nom, celui d'avant la colonisation, et qu'il était temps que le Swaziland en fasse de même. Le nouveau nom, Eswatini, signifie le pays des Swazis en langue swati. Ancien protectorat britannique, l'Eswatini est une monarchie enclavée au sud de l'Afrique sans accès à la mer. C'est un petit pays, pas plus de 200 km ne sépare le nord du sud et 130 km l'est de l'ouest. Le territoire s'étend sur 17 363 km². La partie ouest du pays est en altitude. Elle descend vers le centre où l'altitude est moins importante. Après la Seconde Guerre des Boers, le pays devint une colonie britannique. L'indépendance fut accordée le 6 septembre 1968. Le pays est réputé pour ses réserves naturelles et ses festivals mettant en avant la culture swazi traditionnelle. L'Eswatini offre une grande variété de paysages. Marquant sa frontière nord-est avec le Mozambique et s'étendant vers l'Afrique du Sud, les monts Lebombo servent de toile de fond aux nombreux sentiers de randonnée de la réserve naturelle de Mlaoula. Le climat est assez tempéré à l'ouest, mais il atteint les 40 degrés Celsius à l'est du pays en été. L'Eswatini est touché par d'importantes précipitations, surtout en été, dans l'ouest du pays. Mbabane, avec ses 95 000 habitants, est la deuxième plus grande ville du pays, derrière Manzini. Le Bamba est la capitale royale et législative. L'économie du pays dépend pour partie des échanges avec l'Afrique du Sud, son voisin, et ceux avec l'Europe. Le christianisme est la principale religion de ce pays. Voilà, alors Sabrina, la découverte de ce beau pays, c'est magnifique. Hein? Oui, on a vu un paysage extraordinaire, de la faune, la flore très représentée. La savane. La savane, voilà. Donc, c'est un pays qui a cette possibilité comme ça de représenter aussi l'Afrique très bien sur le plan international. À chaque fois que le roi se déplace, il montre bien que c'est l'Afrique qui est là, qui est bien représentée avec son apparat. On l'a vu dans plusieurs médias, à chaque déplacement, il est toujours habillé de manière traditionnelle. Et on en a même parlé ici à la matinale, parmi les chefs d'État les mieux habillés, les plus stylés en fait. Oui. Même dans des pays européens où il fait des degrés impossibles, lui il s'affiche avec son voilà, comme on est habillé comme ça. Sa tenue traditionnelle swazi, et c'est très beau. Moi j'adore cette manière de se vêtir, j'adore les couleurs. Toi, Stéphane, je pense que tu voudrais être roi, toi. Tu voudrais être comme lui. Non, pas comme lui, à un moment donné. Attends, franchement, mais être roi, c'est pas mal. Mais ça s'explique, le fait de porter des habits traditionnels, c'est parce qu'eux, ils ont eu un peu leur indépendance après la nôtre. Tu vois, un peu en 60, 50, donc ils ont eu le temps de bien explorer leur culture, ils ont eu le bien raciner leur culture, quoi. Tu vois, et de bien la maintenir voilà, donc c'est vraiment dans leur tête. Et comme c'est un peuple de guerriers, tu sais que les guerriers, ils aiment imposer leur diktat, donc face aux colons, ils ont imposé leur structure leur structure, ils ont imposé leur manière d'être, quoi. Ils ont voulu le monde les accepte tel qu'ils sont, avec leur tenue, leur habit, voilà. Et ça, le vestimentaire, comme le vestimentaire est visuel, c'est vraiment un point important de l'identité de quelqu'un. C'est un point important de la personnalité parce que c'est visuel. C'est la première chose qu'on voit, c'est comment vous êtes habillé. Pardon? Même si après l'habit ne fait pas le moine. On reconnaît le moine, mais le moine par son habit. C'est un pays qui revendique justement ce côté traditionnel. C'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, lors de leur indépendance, ils ont tenu à reprendre leur nom d'origine, Eswatini. Donc c'est un pays... Ils le disent et ils le vivent, ils le ressentent. La culture, c'est en eux, quoi. C'est ça. Ils ont vraiment une forte personnalité sur le plan culturel. C'est vrai qu'en général, on parle du continent, disons l'Afrique, c'est un continent de culture. Chaque pays a sa culture, mais il y a des pays vraiment qui ont fait de leur culture, de leur tradition, quelque chose d'assez fort. Oui, c'est une marque, c'est leur originalité. Il faut dans la vie, on vit dans un monde global où on parle de mondialisation. Il faut bien que l'Afrique apporte quelque chose, impacte le monde à travers sa façon de se vêtir, sa tradition, sa culture. Et voilà, et au cours de l'émission, il y a encore beaucoup de choses qu'on va découvrir. Oui, bien sûr, on va découvrir beaucoup de choses sur Eswatini, et puis notre thématique du jour, justice, nous y sommes toujours aussi. Avec Charlène. Oui. Je voulais poser une question à Sabrina, si tu me permets. Oui, rapidement, avant de passer au prochain Sabrina, excuse-moi, je peux m'interroger. Comme toi, tu étais là-bas et tu veux devenir la 50e femme du roi, je ne sais pas trop. Comment s'appelle la devise
la monnaie du Swaziland ou Eswatini maintenant. La monnaie du royaume Eswatini. Ouais. C'est une colle, là, c'est une colle. Ils sont en dollars, ils sont quoi? Non, Sabrina, ils sont pas en dollars. Bah vas-y, hein, vas-y. Ça s'appelle le Sinkwaba. Comment? Le Sinkwaba. Le Sinkwaba. Là, la première fois, il a dit une prononciation. La Ouais. deuxième fois, Non, c'est Donc, parce va que c'est la savoir. prononciation qui... voilà, Sinkwaba. ma langue ne Ouais. tourne pas comme les comment je disais, les Et c'est Swazilandais. une monnaie spécifique Au à pays. Eswatini. Au pays. Bien Ok. sûr, un peu comme le Ghana Sidi. Comme le et- Ghana Sidi, ouais, d'accord. et autres. Voilà, j'ai appris D'accord. quelque chose. Hein. Voilà. D'accord. Non, c'était pour Sabrina, ça. D'accord, mais on va passer au prochain sujet. Charlène, avec toi, on Oui. parle des réseaux sociaux. Oui, on parle des réseaux sociaux, de tout ce qui abonde sur les réseaux sociaux. Il y a un pays, il y a un président qui a décidé de promulguer une loi contre tout abus sur les réseaux sociaux. Donc on va regarder, on va précisément en Égypte et on revient. Le 1er septembre, le président égyptien a promulgué une loi de surveillance concernant les réseaux sociaux. Cette loi est une réponse à l'image véhiculée par les réseaux sociaux qui peuvent impacter la vie de la nation, selon le chef de l'État égyptien. Cette loi permettra au gouvernement du pays de surveiller tous les comptes sur les réseaux sociaux ayant plus de 5000 abonnés. Selon le journal officiel égyptien qui relaie l'information, la nouvelle loi prévoit une peine de prison d'1 an et une amende de 50 000 à 100 000 livres égyptiennes pour toute personne qui accède délibérément ou par erreur et sans raison valable à un site, un compte privé ou un système informatique dont l'accès est interdit. La mesure est forte, mais le but recherché est de restreindre la fréquentation sur les réseaux sociaux des sites jugés interdits par l'État. Début août, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait promulgué une autre loi dite contre la cybercriminalité. Celle-ci permet aux autorités de fermer tout site électronique qui publierait un contenu jugé risqué pour la sécurité nationale. Toutefois, selon l'Organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International, ces lois portent atteinte à la liberté d'expression, ce que les autorités égyptiennes refutent, brandissant la mesure du respect des lois du pays. Alors, Charlène, cette loi sur les réseaux sociaux en Égypte, et là, on parlait, on a vu aussi les fake news que nous allons voir un peu plus tard dans l'émission. Le but du président égyptien Abdel Fattah de promulguer cette loi, c'est, selon le gouvernement égyptien, c'est de protéger les populations. Parce que ils ont fait, c'est parti d'un constat que sur les réseaux sociaux abonde toute information utile ou inutile, qui peuvent même porter atteinte à la population et à la sûreté de l'État. Donc il fallait encadrer ces réseaux sociaux qui, dans d'autres pays, n'ont pas forcément une loi établie, hein, parce qu'il faut le rappeler. Dans certains pays, c'est compliqué de punir un internaute parce qu'il n'y a pas forcément une loi qui régit, qui régit l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, en Égypte, ça, c'est la deuxième loi. La première loi a été contre la cybercriminalité. Et là, c'est la loi sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Donc, vous proposez, vous publiez quelque chose qui est dit, qui est jugé négatif ou qui est jugé de fake news ou qui est jugé, qui peut porter atteinte à la sûreté de l'État, vous êtes automatiquement interpellé. On ferme, soit si c'est un site, on ferme votre site. Si vous avez un site internet, on le ferme et vous êtes interpellé. Donc, soit vous partez, vous allez en prison, vous faites une peine de 1 an, ou vous payez une amende qui équivaut à la faute commise. Après, il y a aussi ceux qui vont vers des sites jugés interdits. Donc, tout ce qui est pornographique et tout le reste, tout ce qui est on va dire comment, tout ce qui appelle à la rébellion. Si vous allez juste visiter ce site, on vous interpelle. Donc, c'est vraiment des mesures, on va dire des mesures fortes. Comme comme disent certains organismes internationaux, ça porte atteinte à la liberté des gens, c'est trop fermé. Il y a beaucoup de propos qui ont été dits, mais pour le président égyptien, il faut protéger son peuple. Et donc, la loi, c'est la loi, mais il faut la respecter. Sabrina, cette loi qui, selon des organismes internationaux,
portent atteinte quand même aux droits des personnes. Oui, on a vu des incidents dus justement à ce genre de choses, hein, des gens qui ont dû fermer des entreprises, des gens qui ont perdu du boulot. En général, c'est pour nuire. Hein. Très souvent, ce genre d'informations, c'est pour nuire. C'est pour ça qu'il faut vérifier très souvent la crédibilité des informations qu'on retrouve sur le net, parce que le net, aujourd'hui, on a accès à tout et à n'importe quoi. Donc, il faut savoir... Il y a des sites qui sont plus ou moins protégés. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus ou moins... On essaie, à cause des incidents sur tout ce qu'il y a comme fake news et autres, qui ont été plus ou moins protégés. On essaye quand même, ils essayent sur Internet de mettre quand même une certaine rigidité, une certaine discipline, mais ça reste encore quand même quelque chose d'assez ouvert à tout et à n'importe quoi. Donc, absence de loi et donc tout y est versé. Voilà. Oui, mais quand même, certains sites, les personnes ont bien le droit de les visiter. Oui, dans certains pays, tu sais, Mireille, tout est question de loi et de prescription d'un État. On ne peut pas tout permettre. Ça dépend de l'État dans lequel vous vous situez. Oui. Vous pouvez aller visiter votre site, je ne sais pas comment le qualifier. Ça, c'est de votre responsabilité. Mais il y va de l'État de protéger les populations. Parce que sur Internet, qu'est-ce qui me prouve qu'un enfant de 7 ans ou bien de 12 ans ou de 15 ans pourra avoir de la hauteur de se dire... Parce qu'il y a des choses qui abondent. Parfois, vous êtes sur un site, vous voyez des images d'autres. Oui. Et puis, vous cliquez et vous êtes face à des scènes. D'accord. On va continuer à en parler tout au long de cette matinale. Pour l'instant, nous suivons le journal en anglais. Welcome back to Matinal Show, Charlène. Ok, d'accord. Matinal Show. Alors, Stéphane, nous sommes de retour en voyage. Bien sûr, on reste du côté des Swatini avec une chanteuse, une artiste qui s'appelle Jazz P, tout simplement. Waouh, la Stéphio. Ouais, on était avec Jazz P. Rastafari Swazi. Oui, bien sûr, tu sais, Peter Tosh est arrivé là-bas en 1983. Donc après, c'est là le mouvement Rasta a été vraiment... il a diffusé le mouvement Rasta aux Swazilandais, tu vois. Et puis la culture Rasta, c'est la culture africaine. Donc elle s'est répandue dans le continent. Donc là-bas, on retrouve des gens comme ça. Et c'est normal que je propose ça aujourd'hui, tout simplement. D'accord. Et elle s'appelle, tu dis Jazz P. Jazz P. Ouais. Ok. Elle fait du rap? Ouais, elle fait du rap, elle fait de la ragamuffin, elle fait aussi du reggae. Donc elle englobe tout ça et ça crée un mix à son goût. Et là, qu'est-ce qu'elle nous a présenté? C'est quoi? C'est plus rap ou c'est... C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Le beat, il est un peu plus rap parce que c'est des battements, c'est des snars et des cross-caisses. Et après, son flow, au premier couplet, il y avait de la ragamuffin. Et au second couplet, elle a rappé. Ça, c'est une artiste complète, ça. Oui, voilà, exactement. Et j'aime bien son look, hein, c'est vraiment... Oui, ouais, un look assez original, oui, elle ne passe pas inaperçue. Voilà, c'est vraiment un look à l'africaine, quoi. On sait que oui, celle-là, elle est africaine et c'est bien qu'elle préserve ce look-là, quoi, parce que ça envoie disparition. Mais ça montre deux côtés du pays, parce qu'on était tout à l'heure avec voilà. la jeune dame qui est très. Et là, on voit une autre personne, ça montre que la culture est vraiment variée là-bas. Nous restons bien sûr en Eswatini, mais nous sommes aussi dans notre thématique justice. Et Sabrina, avec toi, on va parler de quelque chose de particulier. Nous avons vu la loi sur les réseaux sociaux en Égypte et ton sujet rejoint plus ou moins les réseaux sociaux. Oui, justement, Charlène avait déjà un tout petit peu emboîté le pas, mais avec les lois et ce qui est un peu plus extrême quand même. Là, on reste dans tout ce qui est information fausse, erronée, truquée, un peu cachée en faveur de quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. Les fake news, aujourd'hui, c'est une gangrène qui est sur Internet, on ne peut plus rien faire. On ne sait même plus où est la bonne, où est la mauvaise information. Donc, on va regarder l'élément et revenir pour en parler après. Même si l'on entend beaucoup parler des fake news depuis quelques années, il faut savoir que ce phénomène a toujours existé. Les fake news qui traduisent informations fausses ou truquées. Dans l'ancien temps, des billets diffamatoires étaient diffusés pour salir la réputation des hommes et des femmes de pouvoir. Tout comme les tweets mensongers d'aujourd'hui, ces messages étaient le fait d'opposants politiques qui voulaient nuire à leur adversaire. La principale différence aujourd'hui est la rapidité de diffusion de ces fausses informations. Désormais, les réseaux sociaux leur donnent une ampleur inédite et il est encore plus difficile de contrer la désinformation en ligne.
perçu comme un phénomène mondial et son impact est planétaire. La capacité des fausses nouvelles à induire en erreur engendre une perception erronée de la vérité et conséquemment à des jugements erronés relativement aux actions et aux politiques appropriées. Les fausses nouvelles sont répandues par les médias sociaux et les sites de fausses nouvelles qui se spécialisent dans la création de contenu, attirant l'attention et imitant le format de source établi. En effet, la technologie a rendu l'accès à l'information, mais aussi à la désinformation beaucoup plus facile. Ces dernières années, le phénomène des fake news s'étend sur le web aux dépens des internautes. Ces fausses informations peuvent être propagées dans des buts différents. Certaines ont pour objectif de tromper le lecteur ou d'influencer son opinion sur un sujet particulier. D'autres sont fabriquées de toutes pièces avec un titre accrocheur pour densifier le trafic et augmenter le nombre de vues sur Internet. Face à ce phénomène, les géants du web ont tous mis en place des dispositifs afin de pénaliser les médias véhiculant des mensonges dans le but de regagner une forme de crédibilité pour les utilisateurs respectifs. Mais comment se prémunir des fake news ? L'identification d'une fausse information relève d'un travail journalistique. Plusieurs questions doivent être ainsi soulevées afin d'identifier la véracité d'une information. Il est donc d'abord important de vérifier la source de cette information. Cette dernière est-elle fiable? A-t-elle pour vocation d'être neutre? A-t-elle un intérêt particulier dans la propagation de cette information? Enfin, il est important de souligner que certaines études, en apparence très sérieuses, sont parfois commanditées par un tierce, souvent dans le but d'en améliorer. Les fake news, Sabrina, tu nous en dis plus? Oui, une gangrène qui empoisonne l'atmosphère Internet, sur les réseaux sociaux. Donc c'est devenu quelque chose qu'on a du mal à maîtriser, hein, ça a pris de l'ampleur. On peut facilement nuire à la réputation de quelqu'un et les gens, ça peut s'affoler, hein, ça part des likes, ça part des tweets, ça part de partage et ainsi de suite. On a vu des restaurants qui ont fermé, j'en parlais un tout petit peu déjà, des restaurants qui ont fermé parce qu'il y a quelqu'un qui est venu déjà malade, hein, dans ce restaurant, et là il mange et il se met à vomir, et quelqu'un qui filme en disant ah tiens, il y a quelqu'un qui est en train de vomir dans ce restaurant, on mange pas bien, on empoisonne les gens, et ça part comme ça, des institutions qui ont été fermées, des gens qui ont même été entre guillemets tués sur les réseaux sociaux. Il est décédé, voilà, on montre une photo de quelqu'un qui a à peu près la même corpulence, qui est habillé à peu près de la même manière très souvent que cet artiste, très souvent des artistes, des gens connus, des gens publics. Il est décédé et là les parents s'affolent, tout le monde s'affole, on se dit c'est vrai, et alors que c'est faux. Il y a on a vu avec les hommes politiques aussi lors des campagnes présidentielles et autres comment les informations ont tweeté par-ci par-là, des fake news sont partis. Il a gagné, il a remporté avec un taux 2 alors que c'était complètement faux. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment la capacité de faire attention, de se dire ah tiens, est-ce qu'il faut vérifier, il faut comparer les sources, il faut aller sur d'autres sites et puis essayer d'en savoir un peu plus. Il y a certains qui le font pour avoir des likes, pour avoir des partages, pour être connus. C'est fait à dessein. Voilà. On achète même des fake news. On dit à quelqu'un, écoutez, écrivez quelque chose pour moi ou pour quelqu'un, pour mon adversaire ou un concurrent qui est dans le même domaine que moi. Et puis voilà, donc on achète quelqu'un qui va se mettre à faire une mauvaise propagande d'une personne ou d'un établissement. Et là, ça part comme ça, c'est parti. C'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à contrôler, mais les gens restent quand même maintenant vigilants avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On ne sait plus ce qu'il y a de vrai. Un accident, voilà, on parle de deux décès. Et sur les réseaux sociaux, on parle de 10, de 15. C'est vraiment quelque chose d'incontrôlable. Mais bon, voilà. Ça fait partie pour les artistes, on se rappelle par exemple de ce fake news sur Gou, comme quoi il est même à Kissidelta. Et ça a quand même fait beaucoup de mal, parce que les gens ont relayé l'info et on a vraiment cru. Oui. Stéphane, les fake news qui inondent comme ça la toile, les journaux et mais tout ça, c'est faire notre image. Hein. C'est ça un peu, c'est l'expansion de l'être humain. L'être humain, il est faux aussi, il est vrai, il est faux. Donc voilà, c'est juste la matérialisation de ce que nous sommes. Parce que faire des coups bas aux autres, raconter des ragots, tout ça, c'est ça en fait. C'est juste la matérialisation de l'être humain. Bon, maintenant, après, moi je pense qu'il faut avoir la capacité d'aller vérifier l'information à la base.
pour justement démentir et comme on dit, aller à la lutte, aller dire que c'est faux, voilà. Ou bien que les autorités s'arrangent avec des grands groupes comme Facebook et autres pour filtrer les informations, voilà, tout simplement. Et dans un monde où la technologie va très vite, Charlène, ces fake news se répandent à la vitesse grand V, comme on dit. Oui, c'est instantané. Dès que l'information est lâchée sur Internet, il est difficile de la rattraper. Oui. C'est très difficile. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, quand on évoquait le cas de l'Égypte, il serait bien qu'il y ait des lois qui régulent cette utilisation des réseaux sociaux. Parce que comme Sabrina le disait, il y a des gens qui perdent leur vie entre griffes à travers les réseaux sociaux. On a pris l'image de X, on a collé votre photo sur rien que votre visage. Et là, on se dit, voilà une vidéo d'un tel qui ferait ceci, alors que ce n'est pas la même personne. Il y a d'autres aussi qui vont un peu plus loin, qui prennent par exemple les photos des enfants. Parce que généralement, dans les réseaux sociaux, on a tendance... Moi, je dis toujours, les réseaux sociaux sont là pour informer, mais c'est pour se divertir également. Mais il y en a qui utilisent ça avec mauvaise foi, en fait. Donc, quelqu'un va prendre une photo d'un de vos enfants. C'est là aussi la délicatesse des réseaux qu'il faut observer pour l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, je pense... Ou quelqu'un, en fait, quelqu'un va prendre une image de toi ou bien d'un membre de ta famille, par exemple sur ton Facebook, et dira telle personne a été retrouvée dans tel état. Alors qu'il ne s'agit pas de la même personne, ou pour te discréditer. Toi qui passes par exemple à la télé, c'est peut-être un adversaire, quelqu'un qui n'aime pas ton visage à l'antenne, va prendre ta photo, s'introduire sur ton Facebook ou bien faire une recherche. Et là, voilà, Stéphane, avec un grand titre qui ne te valorise pas. Non, mais après, tu vois, moi, dès que l'image, l'information est lancée, tu vois ce que ça peut produire. Tu te réveilles un matin, tu te retrouves, Charlène Média a fait ceci, cela, tu te dis, on est où là? Alors qu'il ne s'agit même pas de toi. Il y a d'autres aussi qui prennent des situations qui se sont passées dans un autre pays, qui vont dire ça s'est passé par exemple au Sénégal, au Mali, alors que ça s'est passé ailleurs, donc peut-être à 1000 km de là. Moi je pense que le concepteur de ces réseaux-là savait que ça devait se passer comme ça. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est d'avoir de contenir pour plus de monde. Suivant un peu les personnes de bonne foi comme les personnes de mauvaise foi. Donc c'est ça l'objectif du concepteur en fait. Donc moi je me dis en fait qu'est-ce qu'on fait? On censure les réseaux sociaux ou bien on fait quoi? On continue avec? Non mais et puis il n'y a pas que les réseaux sociaux qui diffusent des fake news, il y a également la presse écrite. Oui, bon la presse écrite encore c'est un peu, la presse écrite c'est pas tout le monde aujourd'hui quand on voit l'avancée de la technologie, c'est pas tout le monde qui a encore ce souci d'aller acheter un truc pour lire, c'est un peu, voilà, ça prend du temps. Même sur son smartphone on peut lire quelque chose. Sur son smartphone, donc je pense que l'objectif de ce concepteur c'était justement de contenir beaucoup de monde, donc il savait carrément que ça devait se passer comme ça. Bon, moi, la difficulté, c'est pas tant sur les fondateurs ou les créateurs des réseaux sociaux. Moi, c'est Ils sont à l'origine quand même de tout ça. Probablement. Non, ben si. Parce que je me dis que quelqu'un qui conçoit un truc comme ça, hein, je sais qu'il a réfléchi, c'est pas n'importe qui, c'est pas histoire arriver ici, il a réfléchi énormément. Tu vois, il sait que bon, pour avoir, parce que l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir plus de monde, plus de likes, plus de contenir, voilà, pour avoir plus d'abonnés, plus d'abonnés, exactement. Donc on sait qu'il y a des gens de mauvaise foi. On sait que forcément il va avoir des coups comme ça et tout, voilà. Et tu as parlé de la presse écrite. Avant les réseaux sociaux, il y avait la presse écrite et ça se faisait déjà. Donc ça veut dire qu'avec ça, il s'est dit que pour contenir le monde, il faut que... Il faut dire qu'il y a une polémique autour de cette lutte contre les fake news. Hein. Il y en a qui veulent mettre une police qui veut vraiment faire en sorte que les choses soient légitimées, il y a un certain contrôle, mais il y en a qui disent qu'on peut pas, on ne sait pas qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Hein. Voilà, moi je dis on ne sait pas qui est derrière son clavier, on ne sait pas. Donc voilà, à un moment donné, mais tout de même en France, il y a une police justement qui lutte. Des hackers, des polices, on sort mais de c'est surtout pour les hommes politiques comme le président, comme le reste. Dès que vous écrivez quelque chose, on essaie tout de moins de détecter qui est derrière et puis en faire une enquête. Mais après, on sait que ces hommes politiques. Il y a un autre phénomène également, hein, Mireille, c'est l'usurpation d'identité. Ça aussi, c'est quelque chose qui nuit beaucoup. On prend votre photo, on crée un autre profil et on escroque les gens à travers ce profil où on dit des choses. Voilà.
Voilà, on va continuer, Charlène. Tout ça, ça ouvre l'appétit, Charlène. Oui, on va rester à Eswatini pour regarder, pour découvrir la gastronomie de ce côté de l'Afrique. La cuisine des Swatini est largement déterminée par les saisons mais aussi les zones géographiques. Les aliments de base comprennent le sorgho et le maïs, souvent servis avec de la viande de chèvre. L'agriculture dépend essentiellement de la canne à sucre, du tabac, du riz, des arachides et de l'exportation de la viande de chèvre et de bœuf. De nombreux Swazis vivent de l'agriculture vivrière. Ils complètent leur alimentation avec de la nourriture achetée sur les marchés. Les poissons d'eau douce et les importations en provenance des pays côtiers font également partie de la cuisine du pays. Certains marchés locaux ont des stands de nourriture qui proposent le ragoût traditionnel Swazi, fait de viande, de farine de maïs et, selon la saison, d'épis de maïs grillés. Les amateurs de légumes seront aux anges puisqu'il en existe en Eswatini une grande variété. Parmi les plats traditionnels, on trouve le sichwala, un porridge épais servi avec des légumes ou de la viande, ou encore le sifubi, soit du lait frais qu'on fait bouillir avec de la farine de maïs. Alors, Charlène, une gastronomie variée. Très variée, tout comme la culture, hein, sachant que la gastronomie est dans la culture, voilà. Et c'est ce pays qui montre que ça montre bien l'évolution. Oui. De la culture dans ce pays, qui était très très culturel. Après, ça a développé plusieurs autres influences. Et c'est tout ça l'Afrique. D'accord, c'est tout ça l'Afrique, Stéphane. Ils mangent, on l'a vu, beaucoup de farine de maïs, de la viande de chèvre. Ça, on était tout ensemble. ça, c'est nourrissant. Pardon? Ouais, je dis on était ensemble, qu'on a dégusté ça. Non, mais après, c'est nourrissant. Il y a beaucoup de vitamines, des trucs comme ça. Et tu sais, la gastronomie et moi, il y a un fossé, même si j'adore manger. Oui, c'est vrai, voilà. oui, tu ne connais pas trop en gastronomie. Non, tu pas manges, trop. mais Je bon, mange tu n'essayes seulement. pas Et d'en j'aime savoir plus. Oui, et j'aime découvrir aussi, parce que voilà, ça fait partie de l'évolution, la découverte. Voilà. Ah là, c'est une bonne découverte pour moi. Et surtout, délicieuse découverte. Je pense que je vais essayer d'expliquer ça à Clarisse pour qu'elle me fasse un plat comme ça. Oui, voilà. Je pense qu'on peut avoir des bonnes recettes comme ça d'Eswatini à réaliser même soi-même. Je pense que ce n'est pas trop compliqué. Oui, c'est pas trop compliqué. Hein. Comme on le dit généralement sur le plateau de la matinale, les plats, la gastronomie africaine, on va dire qu'elle tourne autour de plusieurs choses qui se retrouvent également dans d'autres pays africains. Donc, c'est comme un plat que vous voulez découvrir. Avec le fonio la dernière fois. Donc, il suffit juste de regarder les instructions et puis tranquillement faire un plat de Eswatini. Et on sait que justement, ce jour de fête nationale, mais tout le monde va manger le sichwala, tout le monde va manger du maïs. Déjà, il faut dire qu'il y a une fête en avril qui s'est déroulée, les 50 ans de règne du roi, ou Swati III. Donc, les 50 ans, c'était en avril, d'où le retour du nom. Voilà. Il a timé, hein. Tu dis? Il a timé, hein. Waouh. Et là, maintenant, c'est l'indépendance le 6 septembre. Donc, la fête, elle va être grandiose. Elle va être grandiose. Et les mets seront variés. Oui. Vu que c'est... Dans d'autres consciences, ils diront qu'ils sont restés dans l'état primitif. Bon, pas forcément primitif. L'état d'antan, mais avec l'artiste qu'on a regardé avant, on découvre que c'est un magnifique pays d'Afrique. Et donc, la fête d'aujourd'hui sera tellement belle et il faut qu'ils nous invitent. D'accord, la fête est belle en ce moment en Eswatini et nous allons suivre le journal en français présenté par Sabrina Massima. De retour sur le plateau de la matinale avec notre thématique justice, droit, civisme et puis bien sûr nous sommes toujours dans la fête nationale d'Eswatini. Charlène, ça va? Ça va pas? Vous êtes des... Il a tué. Depuis, je n'arrive pas. Elle a des larmes aux yeux, non, mais parce que Charlène. c'est des assassins, tu vois, ils viennent en Afrique, ils commencent à tuer les pauvres animaux comme ça pour récupérer les défenses. Je crois qu'on doit passer au live. Franchement, oui, sans problème. Alors, Stéphane... Mais bien sûr, on va aller du côté des Swatini découvrir un grand homme qui a fabriqué son instrument, qui s'appelle Smiles Makema, qui est reconnu internationalement pour jouer des instruments traditionnels. Mais cette fois-ci, il a créé son propre instrument traditionnel qu'on appelle le smilophone, qui s'appelle Smiles, mais il a créé le smilophone. On regarde et on revient pour plus d'explications.
Oh yeah, the Smilophone, it's an inspiration from the Makoyan Swazi instrument. What I did to it, I had a deep need because I was researching the instrument, and I found that the technique of making the Makoyane can even go further. That's how the Smilophone came into existence. Because I had a need to tune into other instruments, so I decided to make a version that is give me more room to tune in with other instruments. But when I was doing that, I did not expect that it was going to turn out to be so beautiful that it became an individual instrument. It surprised me because it turned out much better than I thought. You know, I just thought, what am I doing? You know, am I going crazy? You know, what is this idea? But it really came out, you know, as a new instrument, you know, and I believe I can play it, you know, but I believe that future generations will be able to even play it much better than me, because they don't have to go through the process of making it. They would have had the music they record, and they have somewhere to start. Unlike me, I had to start from nowhere and actually manifest the instrument. Naturally, when you make something, you need a name. So the first name was, okay, this is the Smilophone, because I don't want to embarrass anybody except myself. So I'll name it after myself. If it's not good, it will be me that's not good. Music is a way of spreading a message, you know. So the message can spread easily with music as well, you know, like we're doing now. You know. So it is definitely a tool in that direction. I heard some people say they can sing for a plant, it grows beautifully, you know. And that I play plants, my music and my instruments are plants. So there is that kind of a relationship. Okay, I'm a plant musician, I play with plants. Waouh! Ouais, un live assez particulier. Ouais, très particulier, Dans parce la que je voulais nature. faire découvrir justement un instrument, le Smilophone, créé par Smiley Makema, qui est un joueur d'instruments traditionnels. Oui. Et il a choisi comme ça d'avoir sa propre sonorisation à travers cet instrument qu'il appelle le Smilophone, qui s'est fait du makoyane. Le makoyane, c'est un instrument avec une grosse calebasse. Ah oui. Une grosse calebasse et et trois cordes Oui. comme des guitares avec D'accord, deux, oui, oui. avec deux plantes sur les extrémités. Voilà, qui joue un peu en basse. Et lui, il a voulu créer son instrument à base de ça. Parce qu'il trouvait que dans le makoyane qu'il jouait, il y avait beaucoup de basses, mais il n'y avait pas des aigus. Donc il a voulu créer son instrument en amenant plus d'aigus pour que le son soit particulier en fait. Donc il a créé cet instrument. Magnifique. D'accord. Et il en joue, il fait sa musique avec. Il chante aussi. Bien sûr, il chante, il joue. À la base, c'est quelqu'un qui joue beaucoup d'instruments traditionnels. D'accord. Ouais, mais comme la passion souvent déborde, là, il a voulu expérimenter autre chose, donc créer autre chose pour pour apporter sa pierre à l'édifice. Quelque chose de particulier, quelque chose d'original à la musique africaine. Mais il est quand même assez grand, hein, cet instrument comme Ouais, ça. bien sûr. Charlène, on le voit assez grand. Et justement, je voulais poser la question à Stéphane, quand il le joue, il fait comment? Il soulève tout ça? Oui, bien sûr, ça se démonte. oui, c'est ce dans le qu'on a reportage, vu, là. vous avez vu au sol, ça se démonte Oui. en fait. C'est comme une batterie. La batterie, on la transporte d'accord. pas comme ça, on la démonte Oui, oui. pièce par Oui. pièce, et après on la monte pour. Ah non, je pensais jouer. quand il allait en prestation, il soulevait tout en même temps. Non. Il démonte, après, Oui, il monte Voilà, après, il monte pendant la la prestation. prestation, oui. Comme D'accord. c'est original. C'est original. Hein. C'est- Et lui-même, il a créé son Oui. instrument. ouais, de Smilophone. Ben, merci Ok. hein, Stéphane. Ah, mais de cette, rien, c'est très gratuit découverte, pour toi, juste pour toi. Et beaucoup pour Sabrina aussi, parce que je sais qu'elle adore
ces instruments traditionnels. Oui, elle aime beaucoup les instruments traditionnels. C'est quoi ces termes? Je ne connaissais pas du tout. Smilophone, smile, je sais qu'en anglais c'est le sourire. Oui, c'est même son nom, c'est son nom, Smile. Smile. Smile, et il a créé le Smilophone. Par contre, le nom, je le trouve très sympa, mais l'instrument, je ne le connaissais pas du tout. On dirait une espèce de sitar. Oui, c'est un mélange un peu de tout ça, en fait. C'est, voilà, comme je disais, à la base, il joue plusieurs instruments. Donc, il a voulu maintenant faire ça en un. Voilà. Mais l'artiste est assez intriguant quand même. Il doit avoir un répertoire. Oui, forcément, il joue quand même depuis un bon moment, un bon bout de temps. Voilà. Ouais. D'accord. Alors Stéphane, après le live, on passe au flashback. Oui, le 6 septembre 1968, ce Swaziland est devenu autonome. Donc, on regarde le flashback et on revient après pour plus d'explications. Your Majesty has justly referred with pride to your country's achievements in the first year of her independence and to the spirit of determination with which your people have met the difficulties which have beset them. I share your Majesty's confidence in the future of Swaziland and have no doubt that the courage, resolution and endurance of your people will ensure that country a proud place in the brotherhood of the nations of the world. May God bless you all. We have become a member of the Commonwealth, the United Nations, and the Organization of African Unity. We do not regard our membership of these bodies as being nominal. We are determined to play our full part in them and in so doing contribute to world peace, harmony, happiness and prosperity. Alors, on a vu le discours de Sobhuza II, qui est justement au pouvoir depuis 1922. Voilà, après, en 1967, il a commencé à tirer l'attention des Anglais pour avoir l'autonomie de son pays. Et c'est en 68 qu'ils l'ont eu finalement. Et après, ils ont été admis à l'ONU en 72. En 1972, où après il y a eu l'opposition, voilà. Et après il a changé la constitution. Sobhuza II a changé la constitution. Il a pris le pouvoir en se disant que bon voilà, le Swaziland reste un royaume, mais jusqu'aujourd'hui reste un royaume. Mais sinon dans les années 72, ce pays aspirait à être une république comme notre pays. Mais après lui, Sobhuza, justement avec son parti qui s'appelait excusez-moi pour la prononciation, c'était Imbokovo, justement, a dit non, et ils ont récupéré le pays. Ils ont dit non, pourquoi partir à la République? Entre-temps, on était une monarchie, on veut garder la monarchie, et après, ils ont conservé la monarchie jusqu'aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est comme ça, une petite bribe d'histoire, en fait. Oui, bien sûr, l'histoire, nous, on l'aime. Hein. Oui, sur Eswatini. C'est intéressant comme ça de repartir un peu dans le passé pour voir ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, vous voyez qu'il était habillé un peu comme nous, mais torse nu, pour montrer que lui, il reste ce qu'il est, voilà, que le monde n'a qu'à l'accepter tel qu'il est, voilà, tout simplement. D'accord. Nous avons un invité avec nous. Charlène va se charger d'entretenir notre invité qui va se présenter. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Pouvez-vous présenter à nos téléspectateurs et auditeurs de la 91.0? D'accord. Je suis Stéphane Vignac, manager du groupe Métro.
déjà le métro comme ça est un ensemble de boîtes de nuit. D'accord. La seule structure que nous avons à ce jour est située derrière la prison. Juste la descente après le Facebook, mais juste après le Fortune Club, pardon. Alors, donc voilà. À Boston City. Il est résident là-bas, donc il se effectivement. Je connais Boston. Donc le métro est situé là, juste la descente derrière la prison après le Fortune Club. Donc on dit groupe métro parce qu'il y a plusieurs entités qui vont se faire découvrir dans les... Alors vous avez votre objectif, c'est de créer tout un grand groupe, mais avec différentes déclinaisons des activités bien spécifiques. Bien sûr, voilà. Et donc pour le moment, c'est juste métro qui est déjà en activité. Voilà, il y a le métro qui est en activité et dans les prochains jours, il y a un autre du côté du Rond pour la démocratie qui va également ouvrir ses portes. D'accord. L'objet de votre visite parmi nous? Donc, c'est comme j'avais déjà annoncé tantôt, quelque part ici, que ce vendredi, du côté du métro, dès 19h, nous organisons un grand concours, un concours de slam. D'accord. Donc là, nous venons pour passer l'information et puis inviter les personnes à prendre part à ce grand concours. Ben, ils sont où les slammeurs? Parce que là, je suis chaud, là. La question que je voulais poser à la suite de ça, c'est est-ce que slam et boîte de nuit, ça peut rimer, sachant que le slam, on veut écouter les paroles, et sachant que dans la boîte de nuit, c'est plus la musique. Est-ce que c'est pas contradictoire? Oui, les choses ont été organisées de manière à ce que on ait les deux programmes à temps bien repartis. Donc le 19h, comme je disais, de 19h à minuit, on aura notre concours qui va bel et bien se dérouler. Bien sûr, dans cette organisation, on aura les temps morts qui seront accompagnés des musiques. D'accord. Mais après minuit, on va rentrer dans la phase boîte de nuit. C'est quoi les prix à gagner si moi j'ai envie de m'inscrire au concours? Donc, il y a déjà, pour les prix, je vais déjà annoncer que le président du jury sera nous. Donc, l'un des prix qui va accompagner, qui sera donné au lauréat, ce serait un suivi avec No, qui est l'artiste qui a remporté sur 3 ans le grand concours national de slam au Gabon. D'accord. Donc sinon le prestigieux prix, c'est la collaboration avec nous ou l'apprentissage avec nous, un suivi avec nous et des prestations où se produira le lauréat. Voilà. Avec le groupe Métro, bien évidemment. Donc vous allez assurer le suivi du lauréat jusqu'à ce qu'il devienne la méga star du slam au Gabon? Bien sûr. S'il arrive à détrôner déjà nous. Voilà. Sur 3 ans, il est victorieux. Donc espérons qu'il arrive déjà à ça. Donc ça veut dire aussi que le concours est limité qu'aux Gabonais? Non. D'accord. Ce concours, il est ouvert à toute nationalité. Ok. Voilà. Tout passionné de slam. Voilà. À toute personne qui se sent apte à participer au concours. Hommes comme femmes, et puis voilà. Les inscriptions ont débuté? Oui, les inscriptions ont débuté depuis lundi à 8h et se déroulent encore à ce jour sur notre page Facebook, le groupe Métro, et sur le 06 80 19 34. Mais comment postuler? Quels sont les critères? Sur la page, il faudrait déjà nous envoyer un profil et nous envoyer un petit mémo vocal, si je peux dire ça comme ça, de ce que vous faites comme slam. Okay. Donc à partir de là, parce que le temps va un peu jouer, à partir de là, on pourra faire une sélection des personnes qui seront retenues. Et sur WhatsApp aussi, au 06 99 34, on fera aussi la même chose. Nous envoyer un petit mémo vocal. Une note vocale de ce que vous avez comme... Voilà. Et à partir de là, on fera une sélection pour que vous soyez calés pour la soirée. Donc vous faites une présélection avant de les rencontrer, c'est ce qui se passe. Donc une présélection par le moyen des réseaux sociaux, avant de les rencontrer pour la grande finale. Voilà, pour éviter d'empiéter sur le temps de tout un chacun et gagner aussi en temps. D'accord.
Oui, justement, le concours se passe dans une discothèque. Donc, je suppose que l'âge, pour beaucoup, les mineurs ne peuvent pas s'inscrire au concours. Bien sûr, chez nous, l'âge est limité à 21 ans pour avoir accès à nos locaux. D'accord, 21 ans. Oui. Donc, si, excusez-moi, si un slammer qui a 17 ans est extrêmement talentueux, il n'a pas de chance pour exprimer son talent, pour exposer son talent comme ça, parce que voilà, c'est pas un peu comme ça, limiter un peu la création artistique. Malheureusement, la loi voudrait que les mineurs n'aient pas accès à ce genre, à ce milieu. Oui. Donc, ce serait un peu dommage pour lui. La malchance, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est malheureusement sa naissance. Donc, non, mais je pense que c'est plus la particularité, c'est plus sur le lieu. Oui, voilà. Si le concours était ailleurs, non, c'est que, voilà. Mais j'en viens. C'est pas dire que moi, l'histoire, on connaît un peu l'histoire de slam, peut-être le manager, parce que le slam, c'est vraiment l'art libre. On va dire ça comme ça. C'est l'art qui englobe toute génération. Oui. On va dire, c'est un peu comme le hip-hop. Bon, maintenant, après, aujourd'hui, est-ce que c'est pas, vous le faites en boîte de nuit par manque de structure, ou bien c'est parce que c'est une promotion particulière? Bon, on va dire une promotion particulière, déjà parce que nous faisons en même temps la promotion du groupe Métro. Parce que ADR la prison, nous sommes ouverts, ça fait juste 3 mois. Donc ça rentre un peu dans le cadre de notre communication. Et nous avons voulu organiser ce concours, déjà parce que c'est un art que pratiquent pas mal de jeunes. Donc pourquoi ne pas passer du temps avec ces jeunes chez nous, étant donné qu'on tire à la fin des vacances. C'est un peu comme ça que nous avons pensé. Mais après, on voudrait dire à ces personnes-là, comme il venait de prendre le cas de ce jeune homme-là qui est bourré de talent et qui, à cause de son âge, ne peut pas avoir accès à nos locaux, nous pouvons leur dire d'être patients parce qu'après ce concours, on a pas mal d'actions qu'on voudrait mettre en place qui sera soit localisée au métro ou qui sera délocalisée dans une salle quelconque ici à Libreville. Mais en boîte de nuit, en fait, moi, j'ai encore une petite question comme ça, sachant que vous êtes une boîte de nuit, une discothèque, comme on le disait. Pourquoi lancer ou bien faire la promotion de votre boîte de nuit à travers le slam? Pour moi, je pense que la musique ou un concours de danse aurait été mieux. Non, on ne le fait, on ne démarre pas on ne lance pas notre communication par ce concours. C'est une soirée, c'est un concept que nous avons mis en place. Mais dans ce concept, il rentre forcément dans la communication du métro. Voilà, du métro. Moi, je voulais revenir surtout sur la sélection, la manière de sélectionner les participants qui m'a un peu interpellé. Le slam, c'est quand même quelque chose où on véhicule une émotion quand même. Donc, envoyer un mémo de quelques secondes sur un smartphone, par un réseau social comme ça, WhatsApp et tout, c'est un peu compliqué quand même parce que on a besoin de vivre cette émotion qui dégage, parce que c'est des mots accompagnés d'une émotion quand même, le slam. Et là, cette sélection, c'est un peu... Je suis d'accord. La sélection, tout de suite, par exemple sur notre page, vous m'envoyez un mémo vocal de 1 à 2 minutes. Je pense que l'émotion que vous allez traduire pendant la soirée, vous devez déjà la traduire chez vous. Parce qu'en même temps, lorsque vous allez projeter sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes très suivis en ce moment, ça fera que les personnes auront déjà un petit aperçu de ce que vous allez faire et forcément viendront pour découvrir un peu plus. Donc je pense que c'est sur cette sélection-là déjà où il faudra marquer pour espérer avoir la victoire. Pour espérer être lauréat de ce soir. Je trouve que c'est un peu compliqué parce que c'est les manières high-tech de faire les choses. C'est ça, parce que dégager en même temps, on vous donne déjà une vue. On donne déjà à nos spectateurs une vue de ce que vous allez faire. Et par rapport aux appréciations des uns et des autres, vous pouvez déjà voir dans quelle tendance vous serez avant les résultats. Mais dans le cas, si devant un smartphone, je n'ai pas la capacité de m'émouvoir par rapport à lorsque je suis devant un public, je veux peut-être, les critères de sélection ne seront pas peut-être avantageux pour moi. Après, je sais combien de fois je suis performant. Après, je veux dire que le slam, c'est pas d'abord, comme vous dites, c'est quand même l'émotion en contact avec le public. C'est de la performance. Mais c'est comme elle disait, le slam, c'est un peu de la poésie. C'est un sentiment, c'est des pensées, c'est des réflexions qu'on veut communiquer. Donc moi, dans ces pensées-là, j'ai déjà une image, j'ai une attitude, j'ai un sentiment que je veux traduire. Et donc si
dans mes 4 murs, je n'arrive pas à traduire cela. Ce n'est pas devant une foule de 1000 personnes que je vais arriver à le faire. Ah ben si. Bon, peut-être. Hein, vous avez Non, raison. mais si. Vous-même, Parce vous faites que- du slam? Pourquoi? Parce que... Non, vous êtes un amateur, vous êtes juste un... Vous aimez bien? J'aime bien, mais je ne me suis pas encore lancé. Vraiment. D'accord. Et moi, si j'ai bien compris, c'est que votre page vous sert comme ça un peu de baromètre par rapport à chaque candidat, c'est ça? Pas exactement. Mais l'un des c'est moyens. un moyen Voilà. pour savoir si vous êtes déjà apprécié. J'ai passé une émission dans vos locaux il y a tout récemment. C'est Et fun. vraiment, par rapport à notre page, on a vu combien de fois ça a été très suivi et combien de fois ça a été apprécié. D'accord. Voilà. Et peut-être rappeler à ce qui vous regarde, à l'Afrique qui vous regarde, le lieu, les heures. Voilà. Donc le concours se tiendra au métro. Le métro est 6 derrière la prison. La descente juste après le Fortune Club. Le concours va se dérouler de 19h à minuit. Wow. Voilà. Et l'âge, comment concourir? Comment rentrer en contact avec vous? Comment Pour les personnes qui sont accueillies, c'est à partir de 21 ans et un peu plus. Donc le contact, pour ceux qui voudront s'inscrire, on a déjà, les inscriptions se font sur notre page, le groupe Métro, et en ligne au 06 80 19 34. Et ils peuvent envoyer un petit mémo aussi Effectivement. par téléphone. Oui, sur ça. WhatsApp ou sur la page directe. Mireille, j'envoie déjà mon mémo. Hein. Yo, Non, non, nous c'est sommes que sur toi- la matinale. Yes. Je vous l'envoie déjà, là, tout de suite. Hein. Alors là, vous Sur êtes la inscrit à l'office Sur déjà. la matinale, voilà. Voilà. Ça vous n'a Merci, pas- donc, tu vas porter la monsieur belle Stéphane photo, s'il te plaît. Vignac. Merci Merci à à vous. vous. Au plaisir de vous revoir sur le plateau de la matinale. Merci. Nous allons continuer avec notre thématique justice. Nous parlons de la responsabilité pénale des malades mentaux. Charlène, avec toi, tu as un peu travaillé sur le thème. Oui, on va d'abord regarder C'est le l'élément. Stéphane, vraiment. C'est une maman bien star. On va d'abord regarder l'élément, on revient après. Un malade mental est par définition une personne ayant des problèmes psychiatriques. Un trouble psychiatrique qui peut être également désigné sous les termes de trouble psychique ou encore de trouble mental, désignant un ensemble d'affections et troubles d'origine très différentes, entraînant des difficultés dans la vie d'un individu, des souffrances et des troubles du comportement. Les actes posés par un malade mental, encore appelé fou, sont-ils punissables ? À quel niveau se situe la responsabilité pénale des malades mentaux dans des cas d'infraction judiciaire? Au Maroc, le Code pénal a apporté 3 précisions au sujet de la responsabilité pénale du malade mental. En premier lieu, et en tant que cause des responsabilités, l'aliénation mentale interdit de réprimer les infractions, mais ne supprime pas leur existence. En deuxième lieu, il distingue selon que l'aliénation mentale a aboli ou simplement altéré le discernement qui se traduit par une différence dans les effets en adoptant la notion de trouble des facultés mentales ayant entraîné l'impossibilité de comprendre ou de vouloir, ainsi que celle d'affaiblissement des facultés mentales de nature à réduire la compréhension ou la volonté. En dernier lieu, il précise que l'obligation de surseoir de statut en cas de continuation des troubles mentaux faisant obstacle au déroulement du procès pénal constitue une garantie des droits de défense. Le Code pénal distingue 4 causes subjectives des responsabilités pénales, à savoir le défaut du discernement résultant d'un trouble mental, la contrainte, l'erreur sur le droit et la minorité. Que nul n'est pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Que la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Ainsi, la loi distingue donc selon que le trouble mental a aboli ou altéré le discernement sont concernées l'ensemble des maladies mentales, pathologiques ou non, ou les formes de manifestations permanentes ou occasionnelles, et même, selon la Cour de cassation, l'hypnose ou l'intoxication, alcool, drogue, médicaments, pourvu que le trouble dont il s'agit ne soit pas le fait du prévenu lui-même. Alors on a regardé un élément
concernant la responsabilité pénale des malades mentaux. Et on s'est focalisé sur le cas du Maroc, donc ce que dit la loi marocaine concernant ces personnes. Après, il faut dire que ça, la différenciation peut se faire d'un État à un autre. Il y a d'autres États qui diront qu'un malade mental peut pénalement être responsable de l'acte qu'il commet, pendant que d'autres diront que le trouble psychique dont est victime le malade mental ne peut en aucun cas le rendre coupable. Il faudrait qu'on le juge à travers, en tenant compte de ce qu'il a comme difficulté sur le plan intellectuel ou bien sur le plan social. Donc, c'est ce qu'on a essayé de regarder pour montrer aussi que d'une façon ou d'une autre, un malade mental peut être pénalement responsable. Ah bon. D'accord. Nous avons promené notre micro, Stéphane, Sabrina et Charlène, un peu dans les rues d'une zone un peu, on va dire quoi, l'arrière-pays. D'accord. Et sur une thématique toute simple, des questions simples, leur réaction face à l'agression d'un malade mental. Est-ce qu'ils peuvent porter plainte contre un malade mental? On va voir leur réaction. Oui, je peux le porter plainte. C'est dans le droit que je dois le porter plainte. Parce que le fou, même s'il est fou, bien sûr qu'il est fou, mais il est conscient. S'il prend déjà un caillou, que vous balancez au caillou, que vous faites du mal, vous êtes obligé de le rendre, ou bien pas, ça dépend. Mais la justice va faire comment par rapport à ces cas. Si vous portez plainte à un fou, je ne sais pas comment la justice va voir ça. C'est ça le problème. Vous n'avez pas le point de vous frapper, ça dépend de la manière que vous pouvez le rendre. Soit de vous taper un caillou aussi comme vous avez fait, ou bien ça dépend, c'est ça. Maman, je me défends. Je ne peux pas me laisser tuer par un fou. Oui, donc les parents, les fous, ils ont des parents. Les parents aussi n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Voilà. Soit garder le four à la maison, que de les laisser vagabonder sur la route. Justement, je ne pense pas porter plainte à ce malade mental, mais si je connais ses parents, je pense que je peux aller porter plainte à ses parents. Et si je ne connais donc pas les parents, je vais me défendre. Parce qu'il ne viendra pas me frapper, moi je lui laisse me brutaliser, je lui laisse s'il me fait du mal. Moi je préfère qu'on me porte plainte parce qu'à partir du moment qu'il vient me brutaliser, je dois aussi me défendre. Le fou viendra me porter plainte. Si le fou ne peut pas me porter plainte, celui qui viendra donc me porter plainte, ça veut dire que lui, comment dirais-je, ça veut dire que lui, justement, il assume la responsabilité du fou. Parce que si le fou m'aurait tué, est-ce qu'il devait aller porter plainte au fou? Non. Bon, si c'est moi, j'ai table au fou, il vient me porter plainte. Lui et moi, on se retrouve devant. Ça dépend du niveau du genre de malade mental. Il vient me brutaliser, je le corrige. Je le corrige. Ben, il va falloir savoir si quand tu vas me porter plainte, je vais dire qu'il m'a d'abord porté main. Voilà pourquoi je dis que ça dépend du niveau, du genre de mentalité. Vous comprenez? Il y a des fous qu'il faut corriger. Il y a des fous, un fou pense qu'il doit manger. N'est-ce pas? Il pense qu'il doit manger. Donc il n'a pas à s'amuser avec n'importe qui. Un fou ne va pas venir me brutaliser. Je vais le regarder comme ça, je dois le corriger pour que prochainement dans sa conscience, dans sa subconscient, il sache qu'on ne brutalise pas n'importe qui, n'importe comment. Moi d'abord ma première intention c'est de le rendre. Je veux rendre le malade mental là. Et maintenant, si la population vient autour de nous pour parler, je vais l'attraper pour le porter plainte. Je vais demander, en tout cas des gens sensés comme moi feront tout pour qu'on puisse l'attraper et on l'amène devant les tribunaux. Mais comme il s'avère que ces personnes mentales ou malades mentales sont protégées par l'assistance sociale, je ne vois pas comment je vais être, comment je vais être protégé par la justice. Parce qu'il y a une anecdote ou une histoire que j'ai vécue dans le Haut-Togoaf, plus précisément à Franceville. J'ai un ami qu'on appelle Bibé qui a eu à avoir une discussion, ils travaillaient tous au stade. Il a eu la discussion avec un malade mental qu'on appelle Daryl. Donc il s'avère que selon eux, mon ami en question avait tort. Mais mon ami s'est défendu parce que le fou l'avait sérieusement porté main. Et dépourvu de force, il a pris la bouteille, il a blessé le fou à la bouche jusqu'à présent, le fou a la cicatrice. Mais c'est mon ami qui a fait 3 mois d'emprisonnement, soit disant que le fou, il a un problème. Il ne parle pas. Donc c'est un peu par rapport à ça que je dis, et je pèse mes mots, je dis eux, ils sont protégés par le tribunal.
C'est un peu ça. Voilà. C'est pas vraiment à rire, hein, parce que les réactions sont quand même assez... je trouve ça un peu violent, les réactions qu'ils auraient face à l'agression des malades mentaux. Moi, personnellement, ce qui me concerne, c'est que si un fou m'agresse, moi, je vais... je ne sais pas si c'est possible de le faire, mais moi, je portais plainte à l'État. Pourquoi? Parce que on ne laisse pas un malade mental en liberté. Ce n'est pas possible. Ils n'ont qu'à créer des structures pour contenir ces malades mentaux, pour prendre soin d'eux. C'est parce que on ne laisse pas un fou en liberté. Il peut faire du mal, il peut faire quelque chose de pas bien, même aux enfants, même à un enfant. Voilà, je me souviens d'un fou qui avait pris le bébé d'une femme et qu'il avait jeté par le pont. Donc, tu vois, c'est vraiment dramatique. Donc, on ne laisse pas un fou en liberté. Il faut que l'État engorge ses responsabilités face à cela. C'est-à-dire pour qu'ils soient pris en charge en fait, dans des structures spécialisées. Durant le reportage, il y a un compatriote qui disait que non, il faut prendre un fou, le garder à la maison, ne garde pas aussi un fou à la maison. Un malade mental, oui, parce qu'il y a plusieurs à la maison, degrés, parce qu'à la maison, il y a des enfants, il y a beaucoup de choses à la maison. Donc voilà, on amène un malade mental chez un spécialiste, à l'hôpital. C'est là-bas, dans son environnement, où il peut guérir, où on peut prendre soin de lui, tout simplement. Charlène, ta réaction face, par exemple, à l'agression de malade mental, si un malade mental t'agresse, toi, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas te dire, il faut que je porte plainte? Est-ce que tu vas de suite aller au commissariat porter plainte? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme Stéphane le disait, il faut interpeller l'État, parce que c'est de la responsabilité de l'État de les garder dans des endroits précis et spécialisés. C'est ça aussi le but de l'État. Mais vous savez, l'agression n'est pas forcément physique. Oui, quand vous vous baladez un samedi matin avec vos enfants dans le véhicule, vous voyez quelqu'un qui est tout dénudé, c'est une agression. C'est clair. Et vos enfants vous interpellent, maman, mais pourquoi il n'a pas d'habit? Comment je vais lui expliquer? Même si je lui explique que c'est un malade mental, elle comprend quoi là-dedans? Donc il y va de la responsabilité, parce que les enfants font face généralement, presque tout le temps, à ce type de situations malheureuses. Parce qu'on peut pas laisser des malades mentaux traîner dans la ville. Parfois, vous roulez et puis le gars, il se balade sur la voie publique. Il ne regarde pas si le feu est rouge, si le feu est vert, si le feu est orange. Il ne regarde pas tout ça. Donc, vous faites face, et à vous de prendre des précautions, alors que ça peut être évité si l'État prend ses responsabilités. Déjà, donc, c'est un premier problème, le fait que Stéphane a relevé tout à l'heure. Un fou qui prend un enfant et l'image est tellement horrible. Mais même si vous l'attrapez, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'enfant reviendra? Non. Mais on ne peut pas laisser une affaire comme ça passer sous silence et se dire parce que c'est un fou. S'il a pu prendre l'enfant, quelqu'un l'a dit dans le reportage, qu'à un moment donné, ils sont en train de fouiller les poubelles pour manger parce qu'ils savent qu'ils ont faim. Ils savent qu'ils doivent manger. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils ont quand même un petit côté lucide qu'ils ont encore. C'est vrai que, comme on le disait, il y a des degrés. Oui, bien sûr. Non, mais ce qui dit important, excuse-moi de te couper, c'est ce que disait Freud dans son livre, quand il parlait de l'inconscience. Il disait qu'en fait, un fou n'est pas fou continuellement. En fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il revient à la raison et il repart, en fait. C'est ce que Freud dit dans son livre. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est totalement en dehors de la société dans laquelle il vit. Et là, c'est vraiment à l'État de prendre ses responsabilités, parce qu'on ne peut pas marcher en même temps avec... Il y avait une fois, j'étais, je crois, au primaire ou au secondaire, il y avait un malade mental qui se baladait avec une arme blanche dans un marché. Et il faisait peur à tout le monde. Donc, il te voit, il fait... Et tout le monde courait. C'est comme si c'est lui qui définissait la loi dans le marché. Et là, c'est inquiétant parce qu'il porte atteinte à la liberté de l'autre. Parce que lui, il s'est décidé de faire le roi dans... Non, il ne décide pas. Je pense qu'il n'est peut-être pas conscient. Non, c'est pourquoi moi je... Jusqu'à aller brûler le marché des Mika. Ils sont malades. Ce sont des malades. Je voulais réagir là-dessus. C'est pourquoi je dis, il y a des degrés. C'est pourquoi j'ai bien dit de manière subtile qu'il y a des degrés et il y a des moments d'inconscience et des moments de reprise de conscience. D'accord. Oui, Sabrina, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir pour dire quand même que c'est un sujet très délicat et c'est un sujet très sensible. On a tous une part de responsabilité. Vous savez, ces gens
atteint justement d'un trouble psychique ou neuropsychique, ce sont des pères de famille, c'est une sœur de quelqu'un, c'est la mère de quelqu'un, ce sont des parents, ce sont des gens parfois qu'on connaît très bien. Donc c'est une maladie. Hein. Ils sont atteints, il y a beaucoup de sortes de problèmes mentaux, de problèmes psychiques qu'on ne maîtrise pas toujours. C'est quelque chose d'assez sensible. Mais il faut dire qu'il y va de la responsabilité de tout le monde. Hein. Ces gens ne sont pas conscients. Il faut savoir que ces gens ne sont pas conscients. Leurs actes ne sont plus les mêmes que nous. Que lorsque nous pensons, nous réfléchissons, ne sont plus du tout les mêmes. L'État, on en parle, l'État a une grosse part de responsabilité parce qu'il y a des pays où vraiment c'est interdit de laisser ces personnes en liberté, comme ça, dans la rue, en train de divaguer. Il faut des structures adaptées, adéquates pour prendre soin d'eux, parce que ces gens ne sont plus en état de réfléchir comme vous et moi. Donc, c'est un sujet qui me touche beaucoup. À chaque fois que je rencontre une personne qui est atteinte de ce genre de trouble, je suis toujours un peu choquée et un peu triste. Je me pose toujours plein de questions, me demander qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi il se retrouve là. C'est un sujet assez... C'est une maladie, c'est aussi la sorcellerie aussi, comme en Afrique, on en parlait, il y a beaucoup de cas en fait. Il y en a qui parlent de démence, il y en a qui parlent d'aliénation, il y en a qui parlent de beaucoup de choses. Hein. Et parfois c'est aussi une maladie atteinte, ça commence avec une épilepsie, ensuite on a un problème dans les neurones, ça ne va plus, on a un problème psychique, et puis ça peut partir aussi même comment dire ça, d'une dépression, d'une frustration, et puis après dépression. Mais c'est pourquoi il est bien de catégoriser le stade malade mental d'un malade mental à un autre. Et c'est pourquoi aussi c'est bien d'avoir un accompagnement. Parce que comme Sabrina le disait tantôt, ça peut être un frère, un ami qui passe un moment difficile. S'il n'est pas accompagné, il peut, comme disent les enfants au quartier, il peut péter un câble. Et vous le voyez tout nu. Il y en a qui, vous rendez compte qu'on dirait que celui-là, il vient de commencer son histoire. Parce que la personne est encore bien vêtue, mais elle parle seule sur la rue. On peut encore ramener cette personne. Mais le problème, c'est que parfois, quand on trouve quelqu'un comme ça, déjà, on jette l'anathème sur la personne et on se dit, en tout cas, il a cherché ses problèmes, que lui-même, il les gère. Ça, c'est vraiment la manière de voir et de faire. C'est vrai ce qu'elle dit. Il y a aussi la peur, tu vois. Il y a aussi la peur parce qu'on ne maîtrise pas tant la réaction. Parce que dans notre tête, on se dit que un fou, tu vois, on pense à la violence, on pense à quelque chose d'anormal. Donc du coup, c'est un peu la peur. Mireille, je voulais revenir sur la responsabilité pénale, justement. Il faut un examen. Alors lorsque ce monsieur ou cette dame atteinte justement d'un problème psychique commet un acte qui a dû dangereux, qui est vu comme dangereux, qui a fait du mal à quelqu'un, il faut tout un travail derrière. Du moins dans certains pays, il faut tout un travail. On appelle un psychologue, un psychiatre, qui vient analyser justement le degré de la maladie de cette personne pour justement expliquer exactement les actes, pourquoi il a posé ce genre d'acte et comment... oui, il faut les structures. Et justement, ce phénomène de malades mentaux dans les rues, on en voit dans pratiquement toutes les capitales africaines. C'est vrai que nous avons vu des personnes qui avaient des réactions un peu qu'on va trouver peut-être pas... un peu dures quand même, il faut le dire. Un peu dures, mais il y a également aussi des personnes qui sont un peu plus souples, qui comprennent un peu, qui sont sensibles. Et nous allons voir tout ça ensemble. Non, je ne peux rien faire dans la mesure où je ne peux pas porter plainte à un fou, vu que ce n'est pas une personne assez équilibrée. Et lui porter plainte ne ferait rien avancer en fait. Parce qu'il n'a pas d'esprit posé. Si tu essaies de le porter plainte, c'est contre qui, parce que quand tu arrives vers les agents et quand ils voient l'état de la personne, ils diront que toi aussi tu es comme lui. Oui, dans certains cas oui, mais dans d'autres aussi non. Si par exemple il commet un acte odieux, il tue mon enfant ou je sais pas, il blasphème ou je sais pas, peut-être ça. Il n'a pas sa tête en lui. On n'a jamais entendu
un problème. Bon, on n'a jamais mené une histoire comme ça au tribunal. Ici, on va dire c'est un malade. Mais alors qu'il y a d'autres, ils font semblant d'être fous. Ici, bien sûr. Ils font semblant d'être malades? Oui, oui. Comment savez-vous s'ils sont malades? Ah, mais parce que c'est vrai. Moi, je ne sais pas. Mais il y a des cas comme ça. Il y a des cas comme ça. Je ne peux pas porter plainte à un fou. Pourquoi? Parce que le fou, lorsqu'il réagit, ne réagit pas de lui-même. D'abord, il faut comprendre qu'il est possédé, il a animé de mauvais esprits, des esprits de l'au-delà, ou soit parfois il a été pris par un esprit qui revient de nulle part, qu'il a possédé, qu'il a envoûté. Alors s'il vient me taper, je ne peux pas réagir, ou bien encore le porter plainte. Parce qu'il est possédé, ce n'est pas de lui, il ne fait pas ça de lui-même. Ce sont les esprits. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et l'esprit. Vous voyez, ce sont des mauvais esprits. On ne peut pas se battre contre un esprit. C'est le mauvais esprit qui agit en lui. Je ne peux pas le porter plainte. S'il frappe mon enfant, je ne peux pas réagir, je vais seulement le chasser. Dis non, ne refais plus ça. Je sais qu'il est animé d'un esprit, il est possédé. Vraiment, il est vraiment possédé. S'il blesse mon enfant, je peux prendre un bois pour le repousser. S'il vient brûler ma maison, là encore, je ne peux pas réagir. Ce n'est pas de lui, il ne fait pas ça de lui-même. Si tu es membre de ma famille, bon, là je pourrais dire que s'il a tué, il n'a pas encore fait ça de lui-même. Il est envoûté, il est possédé. Le fou ne connaît pas ce qu'il fait. Il a perdu tous ses sens, son esprit n'est plus en lui. Ce sont les démons de l'enfer, les esprits de l'au-delà qui l'ont possédé, qui l'ont envoûté, qui l'ont captivé. Donc, je ne peux pas réagir même s'il a brûlé. C'est un bien matériel, c'est un bien éphémère. Qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Rien du tout. Sabrina, des réactions plus... Voilà. Enfin, ils sont sensibles, en fait. On a vu ce monsieur, au fur et à mesure que ça monte, il dit « je ne ferai rien ». Qu'est-ce qui monte? Il est malade. C'est-à-dire que l'acte, en fait... L'esprit qui vient de nulle part. Il faut dire que... On va revenir pour dire que ces gens sont, dans certains pays, on va encore dire ça, sont soumis à des examens, sont soumis vraiment à psychiatrique. Oui, il faut vraiment l'avis des experts pour déterminer si une personne peut encore plus ou moins guérir de cette maladie, peut être réadaptable dans la société ou peut être curable en général. C'est à ce moment-là qu'une responsabilité pénale peut agir. Mais du moment où les experts ont conclu, ont fait des examens, c'est vraiment un cas où on ne peut rien. Dans ce cas, on l'emmène tout simplement dans un asile pour essayer de prodiguer des soins et prendre soin de lui. Donc, on ne peut pas, si on arrive à un degré où c'est vraiment un degré de folie, où on ne peut plus contrôler, on ne peut pas accuser cette personne et mettre en prison. Mais si, Sabrina, maintenant, si une personne est possédée périodiquement parlant, c'est-à-dire que pendant une période, la personne elle est possédée et commet un acte qui est négatif en fait de la société, après, cette personne redevient normale, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Oui, c'est ça. Si, d'après les avis des experts, on se rend compte que la personne peut guérir, oui. Parce que le monsieur... il sera jugé, parce que le monsieur parlait maintenant de force surnaturelle, il parlait d'esprit de quelqu'un de possédé. C'est culturel. Mais moi, je pense que... On l'amène à l'hôpital et on voit des analyses, on ne trouve rien. Stéphane, moi je pense que c'est un problème c'est pas un problème. La situation, il faut la contextualiser. Le monsieur, tout à l'heure, quand il parle de force naturelle, il parle de ceci, de cela. L'esprit qui vient de nulle part. il est plus sur le plan culturel, de sorcellerie et de tout le reste. Donc, ça peut s'expliquer dans sa manière, dans sa logique. Moi, j'expliquerai ça sur le plan culturel et je le contextualiserai de la sorte. Mais après, c'est comme on le dit, on ne peut pas définir la maladie d'un fou, généralement appelé fou, d'une personne, juste parce que la personne pose un acte qui n'est pas conforme à la société. C'est comme on le dit, il y a toute une série, il y a tout un processus qui doit aboutir au fait qu'on est tous d'accord que la personne a un trouble psychique qui est défini par un médecin spécialisé. On est d'accord. Jusqu'à maintenant, je suis d'accord. Maintenant, si ce fou, ce malade-là, n'est pas malade, ne peut pas être traité par un spécialiste, c'est une force surnaturelle, comme le gars. Non, mais justement, voilà. dans le cas scientifique, mais après, si on parle de sorcellerie, peut-être, maintenant, dans ce cas, maintenant, si on va au tribunal, est-ce qu'on peut prouver maintenant, et la personne est réellement fou, hein? Mais là, tu ramènes le problème de sorcellerie et justice. Mais voilà, ça veut dire que donc c'est un peu compliqué.
donc vraiment la loi, est-ce que la loi, voilà, est-ce que la loi tient compte de ce genre de cas? Si on se réfère à la dame qui était là, la juriste que nous avions eue il y a peut-être 2 semaines, qui disait que la justice, c'est avec des preuves palpables. Exactement. Donc là, je pense que la question va être compliquée à être, voilà. Mais la question est posée et nous avons déjà eu quelques réactions. Nous les donnerons, Sabrina, ces réactions, notamment du juriste sur la question, parce que là, nous lançons le débat. Oui. Mais on va continuer pour l'instant avec la leçon de vie. Oui, une leçon de vie d'un fait qu'on remarque beaucoup dans nos sociétés. Donc, c'est très souvent la maman qui est décédée, donc la fille ou le petit garçon est orphelin, et le monsieur se remarie avec une autre femme, et elle devient une femme, on va dire une marâtre. Elle torture cette petite fille. Et c'est très souvent le cas en Afrique, ici, bon, aussi en Europe, mais très souvent ici en Afrique, il y a des petites filles et des petits garçons qui subissent vraiment des sévices de la part de ces femmes, qui deviennent, je ne sais pas, tout d'un coup, après le mariage tranquillement avec le monsieur, elles changent d'attitude complètement et torturent ses enfants. On va regarder cette leçon de vie.上班去了啊，在家好好照顾孩子。放心吧，虽然孩子不是我亲生的，但我会好好对他。辛苦了。洗点水果去。在哪儿？我想你了。地下弄的全是水，给我擦吧。也不知道亲妈怎么教你的，什么事儿都干不好。你干什么呢？大姑娘，明天你过生日，我跟爸说你想要啥，爸给你买。我想要妈妈，世上只有妈妈好。离婚对双方来讲是一种解脱，但对孩子的成长会产生严重的影响。Voilà. Donc on a vu un couple asiatique comme ça qui représentait bien cette leçon de vie, comme quoi faites attention aux femmes, parfois même aux maris aussi que vous prenez après un divorce ou après le décès d'un conjoint. Donc faites très attention parce qu'après ils deviennent violents, ils changent d'attitude, de personnalité. Ils changent de visage, c'est important. Merci Sabrina pour cette belle leçon de vie. Charlène a eu les larmes aux yeux. Parce qu'elle a 2 petites filles. Oui.
Tu vas en profiter, Sabrina, on fait le tour de table pour dire au revoir. Oui, pour dire au revoir. Ça a été un plaisir de parler de tous ces sujets très intéressants, de cette responsabilité pénale de personnes atteintes justement de maladies comme ça, psychiques, et puis tous ces sujets, ce pays Iswati qu'on a bien représenté ce matin. Donc, passez une agréable journée, restez toujours en compagnie de nos programmes, et puis à demain pour une autre matinale. Stéphane, à demain. un petit au revoir. Au revoir, à demain. Ce fut un plaisir d'être là parmi vous pour parler de ce pays, Eswatini, qu'on représente bien à travers nos pagnes. Et après, on se retrouve demain, et il pleut à Libreville, et voilà. Charles. Alors, malgré la pluie, moi, je vais prendre mon avion pour Eswatini. Je vais célébrer l'indépendance aujourd'hui. On se retrouve demain, après le voyage. Je vous dirai comment ça s'est passé demain. Voilà, on se retrouve donc demain. On va vous laisser en compagnie de Teresa de Castro qui est déjà positionnée. Salut Teresa, ça va à la pêche ce matin? Voilà, et puis demain c'est le dernier rendez-vous de la semaine. Ce sera la mode, la beauté, la culture, l'art. Ce sera freestyle et on va bien s'amuser. On vous donne rendez-vous demain, mais restez en compagnie des programmes de La Belle Télévision et Radio. À demain. Gangsta Mimi.